c'est toujours un peu perturbant. Je me souviens du passage à l'euro le 1er janvier 2002, la première baguette de pain payée dans cette nouvelle devise. On ne reconnaît pas les pièces, on a du mal à faire la conversion. Il faut dire que 6,55 957 francs pour 1 euro, ce n'est pas très commode si on n'est pas doué pour le calcul mental. Or, des nouvelles monnaies, il y en a de plus en plus. Elles sont le plus souvent virtuelles, on les appelle les cybermonnaies. Vous avez peut-être entendu parler du Bitcoin, de l'Ether. Eh bien, préparez-vous à l'arrivée d'un autre type de monnaie, celle de Facebook. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vais vous raconter comment le géant du net américain veut révolutionner notre rapport à l'argent. Cheddar has learned that Facebook is, in fact, exploring the creation of its own cryptocurrency. The social network announced earlier this week that it had formed a new group dedicated to blockchain, which is the underlying technology behind crypto. Elle n'a pas encore de nom, la future crypto-monnaie de Facebook. Certains parient sur le Litecoin. Mais pour faire simple, nous allons l'appeler le Facebook Coin. Le coin, en français, c'est un gros morceau de métal, en général de forme cylindrique, sur lequel est gravée l'empreinte d'une pièce. Le coin sert à imprimer le dessin sur une pièce en or ou en argent, puis en métal plus ordinaire. Prononcé à l'anglaise, coin, cela signifie une pièce de monnaie. Le nom est maintenant accolé à certaines devises virtuelles dont vous avez sans doute entendu parler, la plus connue étant le Bitcoin. Avant d'aller plus loin, faisons un petit stop pour rappeler ce qu'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est ce que l'on appelle une crypto-monnaie. C'est-à-dire que cette monnaie en usage sur Internet est liée à un système de cryptage, la blockchain, qui va enregistrer toutes les transactions effectuées avec le Bitcoin, permettant ainsi d'en définir le propriétaire. Cette monnaie étant virtuelle, vous ne pouvez pas la palper ou la mettre dans un porte-monnaie classique. Elle est dématérialisée et se conserve dans des portefeuilles électroniques. Sur certains sites, vous pouvez payer en Bitcoin, mais c'est assez rare. La plupart du temps, cette devise est utilisée comme un produit financier spéculatif. Vous vous demandez sans doute ce que Facebook vient chercher avec ce nouveau projet. En tout cas, moi, je m'interroge et du coup, je questionne Nicolas Richaud. Il est journaliste au service high-tech des Échos et il m'a expliqué l'enjeu pour le réseau social de Mark Zuckerberg. Facebook, aujourd'hui, ils sont très dépendants de la publicité en ligne. Ça génère 90% de leurs revenus à l'heure actuelle. C'est un problème pour une société d'être un peu monoproduit et monodépendant d'une seule manne de chiffre d'affaires. Et avec une crypto-monnaie, ils vont pouvoir accélérer dans tout ce qui est commerce mobile, paiement en ligne. C'est une façon de générer de nouveaux revenus. Comment est né ce projet ? Alors c'était il y a 1 an, Zuckerberg a dit qu'il s'intéressait de très près aux crypto-monnaies. Et en fait, quelques mois plus tard, il a créé un pôle blockchain au sein de Facebook. Et pour ça, il a nommé David Marcus, c'est un Français. C'est une pointure en fait dans le milieu du paiement en ligne, c'est un ancien de PayPal notamment. Et donc c'est vraiment une nomination que Mark Zuckerberg a souhaité. Et donc c'est lui aujourd'hui qui pilote ce projet. On imagine que c'est hautement stratégique pour Facebook. Oui, d'ailleurs c'est vraiment très secret. Hein. C'est pas les gens qui travaillent sur ce projet, ils sont pas avec les autres salariés du géant de Menlo Park. Ils sont calfeutrés en fait dans une sorte de bunker où il y a un seul bureau et ils travaillent toute la journée, un peu dans le secret en fait pour avancer sur ce projet. Quelle est aujourd'hui la force de Facebook sur ce projet ? Sa force, c'est son parc d'utilisateurs. Il y en a plus de 2 milliards uniquement sur Facebook. Mais Facebook, c'est pas seulement le réseau social qu'on connaît tous. Il y a aussi Messenger, il y a aussi WhatsApp, il y a aussi Instagram. Et aujourd'hui, ils sont 2,7 milliards d'utilisateurs tous les mois à se servir au moins d'une de ces applications. C'est juste gigantesque. Ouais, c'est 2 fois la population chinoise, en gros. Hein. Exactement, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire avec... Je vais les appeler les Facebook Coins. Mais il n'y a pas encore... on n'a pas le nom officiel. Hein, on ne sait pas exactement comment on appellera ça. C'est plus un surnom pour l'instant. À quoi ils vont servir, alors, ces coins ? En premier lieu, on pense que ça va servir un peu comme ce que fait WeChat en Chine. C'est un peu le géant du social en Chine. Ça appartient à Tencent. Et en fait, on présume aujourd'hui que Facebook va s'en servir pour accélérer dans le commerce en ligne et tout ce qui est paiement en ligne. Il y a Instagram désormais qui teste une nouvelle fonctionnalité. C'est pour pouvoir payer directement sur le site d'une marque. Vous avez une photo Instagram et désormais, si vous voulez acheter un produit, vous pourrez directement payer depuis Instagram, directement. Et c'est des revenus qui vont aussi aller dans la poche de Facebook en partie.
Aujourd'hui, si on veut acheter, on peut utiliser des euros ou des dollars aux États-Unis. Pourquoi une crypto-monnaie ? Une crypto-monnaie, en fait, il y a aussi tout un sens symbolique pour Facebook, qui est une application sociale, parce qu'une monnaie, c'est une valeur d'échange, c'est une valeur de réserve, mais il y a aussi un sentiment d'appartenance qui est créé avec une monnaie. Et quand on est un réseau social, comme Facebook, c'est très important que les gens se sentent attachés à ce réseau social. Et c'est parce qu'une monnaie, c'est aussi vecteur de lien social, et ça vous permet de vous sentir appartenir à une même communauté. Ça, c'est important. Très important pour Facebook, ouais. On a une idée, Nicolas, de quand on pourra utiliser cette monnaie ? Il va y avoir des tests qui vont être faits uniquement en Inde et uniquement sur WhatsApp à partir de cet été, si tout se passe bien. Pourquoi l'Inde ? C'est un marché important pour WhatsApp en particulier. Il y a plus de 200 millions d'utilisateurs sur WhatsApp et pour Facebook, c'est une façon un peu de bêta-tester sa crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui, Facebook n'a pas le droit à l'erreur avec ce projet. C'est un peu le projet de la dernière chance ? En tout cas, ils sont dans une logique de survie. Il y a eu énormément de bad buzz l'an dernier liés à toute l'exploitation qui est faite par Facebook des données personnelles. Les cryptos, elles ont encore aujourd'hui toujours une mauvaise image, donc il y a un vrai risque de réputation pour Facebook. Si jamais il y a des blanchiments d'argent, il y a de la fraude fiscale qui est faite via les futurs Facebook Coins, ça peut être ravageur pour Mark Zuckerberg et son groupe. Pour l'instant, le projet a l'air de plaire quand même. Pour l'instant, oui, Wall Street est plutôt rassuré par ce projet parce que l'année 2018, ça a été aussi une catastrophe pour Facebook à Wall Street. Ils étaient à 630 milliards de capitalisation boursière cet été et ils ont perdu quasiment 45% en quelques mois. Et là, depuis quelques semaines, en fait, ça va beaucoup mieux. Et on sent qu'en fait, le fait que Zuckerberg ait parlé de cette crypto-monnaie, ait parlé aussi du fait qu'il allait chiffrer toutes les messageries pour les échanges privés entre les utilisateurs, ça rassurait vraiment Wall Street et les analystes financiers. On a bien compris que pour Facebook, très dépendant de la publicité, cette crypto-monnaie est primordiale. Le Facebook Coin pourrait faire entrer le groupe de Mark Zuckerberg dans une nouvelle dimension. Selon une étude de la banque Barclays, il pourrait revigorer la compagnie. L'analyste estime qu'utilisé pour des paiements sur Facebook, Instagram ou WhatsApp, il pourrait générer jusqu'à 19 milliards de dollars de revenus supplémentaires. Dans leur bunker de Menlo Park, les équipes de Mark Zuckerberg travaillent donc d'arrache-pied. Selon le Wall Street Journal, elles tentent de convaincre les sites de commerce Internet et mobile d'accepter le futur Facebook Coin pour les paiements en ligne. Ils discutent aussi avec les géants des cartes bancaires Visa et Mastercard. Mais Facebook n'est pas le seul des géants de la tech américaine ou chinoise à travailler sur un tel projet. Un autre acteur pourrait même devancer l'américain. Il s'agit de Telegram. Telegram, c'est une messagerie instantanée sécurisée d'origine russe, très prisée par ceux qui veulent échapper à la surveillance des États. Le groupe a levé plus d'1,7 milliard de dollars l'an dernier pour développer sa propre plateforme blockchain qui permettra de gérer cette future monnaie. Elle s'appellera le Gram. Raphaël Bloch est journaliste sur le site leséchos.fr. Il se passionne chaque jour pour cette technologie. Il m'a détaillé ce qu'on pourrait appeler la philosophie du Gram. Sur le Gram, ce qu'on sait, c'est que après avoir créé donc leur messagerie en 2013, l'idée des deux frères Durov est de créer un écosystème, et cet écosystème passe pas seulement justement par la messagerie, mais également par une capacité d'échange de valeurs. Et ils se sont dit que la monnaie permettrait justement en fait d'échanger ces valeurs et de pouvoir se faire des paiements directement entre utilisateurs. Qu'est-ce qui les motive, les frères Durov ? Quand on interroge ceux qui les connaissent, et ce que j'ai fait avec 2 investisseurs français, ils vous disent que ce sont justement des anti-Zuckerberg, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une approche commerciale et financière du projet. Eux, ils ont été marqués par ce qu'ils ont vécu avec le Kremlin. Il faut quand même se souvenir qu'ils ont lancé une messagerie vContact qui a été rachetée par un proche du Kremlin, ce qui les a éloignés de leur projet. Enfin, ils ont vendu leur part, ils ont quitté l'aventure. Grâce à cet argent, ils ont lancé Telegram en 2013. Et c'est vrai que leur idée, c'est avant tout, c'est ce qui les a séduits dans la technologie, c'était d'avoir finalement une messagerie qui soit à l'abri de la censure et qui soit à l'abri du contrôle d'un État. Et c'est partant de ce principe qu'ils se sont dit qu'effectivement, il y avait tout un écosystème à créer et que la monnaie faisait partie de tous les éléments qu'on pouvait fournir à la communauté. En fait, ce Gram, ce serait l'anti-rouble ? On peut le voir comme ça. Maintenant, je pense qu'il faudra quand même attendre de voir finalement à quoi ressemblera le Gram, comment il sera géré, si la communauté s'en empare.
parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 150 investisseurs qui ont préacheté des grammes. Et au moment du lancement de la plateforme, donc quand les grammes vont pouvoir être utilisés, eh bien, ces investisseurs vont vendre sur des plateformes, des bourses de crypto-monnaies, leurs crypto-monnaies. Et par exemple, vous, Pierrick, ou moi, je pourrais acheter des grammes sur des bourses et les utiliser dans l'écosystème Telegram. Alors, on sait que les crypto-monnaies peuvent connaître des variations absolument phénoménales d'une journée sur l'autre, d'une semaine sur l'autre, avec des mouvements qui peuvent être très forts à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Comment est-ce qu'on se prémunit là aussi quand on a besoin d'une monnaie d'échange pour acheter des biens et des services? On a besoin d'un peu de stabilité. Comment Telegram travaille et Facebook? Les deux projets ont deux approches différentes. Si je prends le cas de Telegram, quand ils ont donc fait leur ICO en 2018, c'était il y a 1 an, ils ont levé 1,7 milliard de dollars. Et ce qui était écrit noir sur blanc dans le white paper, c'est qu'une grande partie des fonds... dans le document. Dans le document, voilà, dans le prospectus qui permettait de comprendre le projet et d'inciter les investisseurs à mettre de l'argent. Ce qui était bien précisé, c'est qu'une majeure partie, enfin la majorité des fonds allait être alloué à la gestion justement de la fluctuation du gramme. C'est-à-dire que si vous avez peu de demandes, eh bien Telegram va racheter une partie des grammes pour maintenir le cours et inversement. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont conçu la monnaie pour éviter une trop forte fluctuation et que justement il y a un intérêt à ce qu'on en échange. Ce que ferait une banque centrale. Exactement, mais c'est d'ailleurs pour ça que certains n'hésitent pas aujourd'hui à poser la question finalement du rôle de ce type de messagerie. Et concernant Facebook, ce qui est intéressant, c'est que Facebook est parti sur un modèle différent, un modèle de stablecoin. Et l'idée du stablecoin, c'est finalement d'indexer la crypto-monnaie sur un panier de devises existant. Et en l'occurrence, on sait que ce serait sur 5 monnaies, à savoir l'euro, le dollar, le yuan, le yen et la livre. Voilà. On peut s'attendre à ce que tous les géants de la tech, chinois ou américains, lancent leur propre crypto-monnaie? Je pense que finalement, les géants de la tech sont aussi contents de voir Facebook qui va essayer. Parce que finalement, peut-être que Facebook va prendre de l'avance, mais c'est aussi pour eux un peu le crash test, quoi. C'est-à-dire que bon, si Facebook réussit, ils s'en voudront un peu, mais si jamais Facebook n'arrive pas à le faire, ils pourront avoir un exemple et peut-être tenter avec d'autres moyens. Ce qui est sûr, c'est que la plupart travaillent sur la blockchain. Maintenant, voilà, lancer une crypto-monnaie, c'est quand même un autre projet. Ça implique aussi d'avoir finalement... c'est une question qu'il faut se poser à chaque fois, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin? Avec Facebook, ça a du sens. Telegram, ça a du sens. Est-ce que demain, pour les autres GAFAM, par exemple un Apple ou un Microsoft ou Amazon, voilà, c'est une question et je vous avoue que je suis assez impatient de savoir effectivement ce que ça va donner dans les mois qui viennent. Facebook Coin, Gram et peut-être demain Google Coin, Apple Coin ou pourquoi pas Fnac Coin pour acheter un livre, un meuble ou une pizza, rien ne semble devoir arrêter l'essor de ces crypto-monnaies. À moins que... Il y a un acteur dont il faut tenir compte, c'est l'État. Faire marcher la planche à billets, c'est devenu sa chasse gardée. Que va-t-il faire? Réguler? Laisser faire? Interdire? Je n'ai pas la réponse, mais il m'apparaît clairement que c'est l'un des enjeux qui se cache derrière ces monnaies virtuelles. Pascal Delima est économiste, enseignant à Sciences Po. Il est spécialisé dans l'économie de la transformation chez Harwell Management. Et la première chose que j'ai eu envie de lui demander, c'est si le Facebook Coin pouvait faire de l'ombre à l'euro ou au dollar. C'est vrai qu'on oppose souvent Facebook à la monnaie euro et la monnaie dollar. C'est qu'en gros, on imagine que le Facebook Coin, puisse concurrencer, puisse déstabiliser la sphère euro-dollar. Mais mon avis, c'est ce que je disais, c'est que comme l'euro et en particulier le dollar sont des monnaies refuges, ça veut dire que lorsqu'un pays va mal, eh bien, logiquement, on va se réfugier vers des monnaies solides, le dollar. Donc là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de risque de menace pour le dollar et pour l'euro. C'est plutôt pour les monnaies faibles. C'est-à-dire que les monnaies de pays en voie de développement, les monnaies de pays comme le Venezuela, comme l'Équateur, l'Argentine en 2001, quand il y avait eu effectivement cette crise financière, où là, effectivement, on peut imaginer qu'une crypto-monnaie, comme le Facebook Coin, puisse être au contraire, une valeur refuge rassurante pour les gens. Alors comment est-ce que les États qui se sont arrogés le monopole de la création monétaire au fil de l'histoire, comment est-ce qu'ils peuvent réagir face à l'émergence de monnaies privées? Alors aujourd'hui, il y a 3 positions. Il y a les positions d'interdiction pure et simple. Je parle des crypto-monnaies. Interdiction pure et simple comme la Chine.
Il y a des pays qui adoptent des crypto-monnaies. Il y a eu le projet actuellement encore avorté, mais qui est toujours en cours d'une crypto-monnaie en Estonie. Il y a d'autres pays aussi très favorables à ces monnaies alternatives, comme la Suisse, par exemple, qui a eu de nombreuses monnaies locales. Il y a aussi évidemment les pays comme l'Équateur avec en particulier sa monnaie électronique qu'il a créée pour faire face au marasme économique, le Venezuela avec le pétro aussi. Bref, il y a des États qui l'acceptent pour des raisons plutôt de difficultés économiques ou pour des raisons d'une économie extrêmement décentralisée comme la Suisse. Nous, la France, on est dans une position clairement plutôt relativement hostile. Ça veut dire quoi, relativement hostile? C'est-à-dire que la CPR, c'est-à-dire que l'AMF, ça veut dire que les autorités de régulation, avec évidemment la Commission européenne en tête, voient encore d'un œil un petit peu dubitatif la question de ces monnaies privées. Et pour une raison simple, c'est qu'il faut réguler. Il faut réguler. Réguler, ça veut dire quoi? C'est réguler l'inflation. Il y a un code monétaire qui dit clairement qu'il y a une banque centrale, qu'il y a des banques secondaires et on doit réguler le crédit, réguler l'intérêt, réguler l'économie. Et là, c'est vrai qu'on est dans une position plus traditionnelle qui est liée à un État colbertiste, en fait, à des États qui ont une présence étatique très forte dans l'histoire. Et là, ces monnaies-là laissent encore un peu dubitatif sur son caractère réellement d'intérêt collectif, si vous voulez. Je tiens à préciser, il faut le dire, que la crypto-monnaie, et en particulier le Bitcoin, est né en fait aux États-Unis dans ce qu'on appelle le cash ghetto, et ça a été créé en réalité par des populations en situation de grande précarité économique, donc pour faire un front face à la suprématie du dollar. Donc il y a un doute qui est comme ça, qui émerge comme ça en France en particulier. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les banques centrales, par leur ce qu'on appelait les quantitative easing, où on a mis sur le marché des milliards et des milliards de dollars, sont plutôt suspectées de faire marcher la machine à billets, là aussi, pour créer de l'inflation. C'est étrange. Alors oui, c'est étrange. Bon, alors la politique monétaire, effectivement, du quantitative easing, d'offre de monnaie, donc la monnaie, c'est un marché, hein, l'offre et la demande, donc on offre de la monnaie, donc la valeur aussi des taux d'intérêt baisse. Donc c'est pour aussi créer de la liquidité, stimuler l'économie, et une fois que l'économie repart, on va resserrer en remontant les taux. C'est ce que fait en fait la Banque centrale américaine. Là, avec une monnaie électronique, c'est pas possible du tout, parce qu'en fait, la monnaie électronique fonctionne de façon linéaire. Il y a toujours un peu plus de Bitcoin, toujours un peu plus, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, si vous voulez, c'est un système qui fonctionne de façon linéaire et qui ne permet pas de réguler, en fonction des niveaux de croissance, l'économie. C'est ça le principal. Et puis, inutile de préciser, comme ce sont des monnaies privées, qu'il y en a maintenant, je crois, plus de 1300, comment faire pour coordonner l'ensemble des valorisations de toutes ces crypto-monnaies? C'est quelque chose qui est aujourd'hui immaîtrisable pour un État. Est-ce qu'on peut faire plus confiance à une technologie comme la blockchain, qu'on retrouve derrière ces crypto-monnaies, quand une banque centrale et finalement à des humains? C'est une question clé parce que, évidemment, l'épine dorsale de la crypto-monnaie, c'est la blockchain. La blockchain assure la sécurité. On sait à qui appartient la monnaie. Alors, il faut faire attention parce qu'on parle d'anonymat de transaction. En fait, c'est le pseudonymat de transaction. C'est très important parce qu'on sait quand même à travers les pseudos à qui appartient la monnaie. Donc, c'est pas un anonymat total. Mais le problème, c'est que, premièrement, une vraie monnaie, c'est un instrument de valeur. Je dirais que on partage, chacun partage. 1 euro, on sait ce que veut dire 1 euro, tout le monde comprend. Donc c'est ce qu'on appelle l'unité de compte commune. Deuxièmement, c'est un instrument de transaction. Et troisièmement, c'est un instrument de réserve de valeur. Or, le Bitcoin ou les crypto-monnaies, aujourd'hui, n'ont en quelque sorte de succès qu'en matière spéculative. C'est-à-dire, premièrement, spéculation et un tout petit peu de transaction. Voilà, donc on tape beaucoup sur une façon de faire de l'épargne qui est franchement pas très... bon, c'est de la spéculation, c'est pas non plus de l'épargne. Il y a un petit peu de transaction, mais c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pas acheter sa voiture. Bon. Donc, on est encore loin de la monnaie banque centrale comme on l'entend de façon... traditionnelles, et il faudrait passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord d'être capable de les identifier, toutes, de leur mode de fonctionnement, ensuite de les réguler, ensuite d'en faire des lois au niveau Union européenne, avec des applications au niveau national. Ça va prendre encore beaucoup de temps pour imaginer un étalon hors monnaie au niveau central. Imaginez que la crypto-monnaie puisse être finalement un peu comme l'or dans les années 60, un étalon hors monétaire. Est-ce que le Facebook Coin ou l'Amazon Coin, par exemple, oui, peuvent devenir ces monnaies étalons?
c'est presque un sujet politique parce qu'il y a une relation entre, je dirais, les GAFAM et les États qui actuellement sont une relation un peu tendue quand même. Je pense qu'on ne les laissera pas faire en fait, pour être clair. Je pense que les États ne les laisseront pas avoir la main sur la régulation monétaire aujourd'hui. Ça engage aussi... alors j'ai pas envie de parler de blanchiment via les monnaies électroniques ou de fraude parce qu'elles existaient déjà avec la monnaie euro et la monnaie dollar. Hein. Mais je dirais qu'en termes de sécurité, en termes de monde un petit peu opaque, je pense qu'on ne va pas laisser aujourd'hui des Apple et compagnie développer des monnaies qui puissent se substituer aux autres. Merci Pascal Delima, économiste chez Harwell Management. Merci aussi à Raphaël Bloch et Nicolas Richaud, journalistes et piliers du Crypto Club des Échos, que vous pouvez retrouver sur Facebook. La Story, le podcast d'actualité des Échos, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nina Allenberg avec Jean-Philippe Louis et Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter et vous abonner sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.